Et si on pouvait transformer une simple demande de biscuit en une véritable leçon de langage? Et tout ça sans que l'enfant ait l'impression d'être à l'école. Eh bien, c'est un peu ça la promesse de l'enseignement fortuit. C'est une méthode vraiment puissante et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est une question qui revient tout le temps. Comment est-ce qu'on passe de la leçon à la vraie vie? On connaît tous ce scénario, un enfant qui sait nommer toutes les couleurs sur des cartes, mais qui, une fois dans la cour de récré, n'arrive pas à demander le ballon rouge. Alors, comment on fait le pont entre ces deux mondes? C'est vraiment ça le cœur du problème. Transformer un savoir appris en une compétence qu'on utilise spontanément. Eh bien, la réponse, en fait, elle est souvent juste sous nos yeux. L'idée, c'est d'arrêter de voir les moments du quotidien comme des interruptions, mais plutôt comme de vraies opportunités d'apprentissage. On parle souvent de moments propices à l'enseignement ou teachable moments en anglais. C'est exactement ça, le pont dont on a besoin pour connecter la leçon et la vie de tous les jours. Ok, alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Plongeons un peu dans les fondements de cette approche pour bien la comprendre. Pour ça, on peut remonter à la source, avec Hart et Risley, qui sont vraiment les pionniers du domaine. Et leur définition est très claire. L'enseignement fortuit, c'est l'art d'attendre que ce soit l'autre personne, l'enfant, qui lance la conversation. Et seulement à ce moment-là, on intervient, on répond, mais d'une manière qui l'encourage à en dire plus, à élaborer. C'est subtil, on ne force rien, on guide. Alors attention, le mot fortuit peut être un peu trompeur. On pourrait croire que c'est de l'improvisation totale. Mais pas du tout. Derrière, il y a un véritable protocole systématique. C'est structuré. La grande différence, et c'est là que ça devient génial, c'est que tout ça se passe dans l'environnement naturel de l'enfant. Là où les compétences vont vraiment être utilisées. L'exemple est simple, on apprend à demander un verre d'eau dans la cuisine, pas dans une salle de thérapie. Ok, pour bien comprendre ce qui rend cette approche si spéciale, le mieux, c'est encore de la comparer à une méthode plus, disons, traditionnelle. Qu'est-ce qui change vraiment et pourquoi est-ce si efficace? Regardons ce tableau, il est super parlant. D'un côté, l'enseignement fortuit. Là, c'est l'enfant qui prend l'initiative. Ça se passe dans son environnement naturel, la salle de jeu, le jardin. Et le renforçateur, la récompense si on veut, est directement lié à sa demande. Il veut le camion, il obtient le camion. C'est logique. De l'autre côté, on a l'enseignement par essai distant, plus structuré. C'est l'adulte qui initie. L'environnement est souvent préparé pour la leçon. Et la récompense, eh bien, elle n'est pas toujours directement liée. Ça peut être un bravo, un jeton. On voit bien que ce sont deux approches, deux philosophies très différentes. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Comment on met ça en place? On va décomposer tout ça en quelques étapes très simples à suivre. Et en fait, le processus est d'une logique imparable. Étape 1, on prépare le terrain. On met un objet qui motive l'enfant bien en vue, mais juste un peu hors de portée. Étape 2, on attend. C'est tout. On attend que l'enfant montre son intérêt. Il tend la main, il regarde, il fait un son. C'est le signal. Étape 3, on intervient pour l'inciter à communiquer de façon un peu plus élaborée. Étape 4, l'enfant essaye. Et là, crucial, étape 5, on renforce. On lui donne l'objet immédiatement. La connexion entre sa demande et le résultat est directe, instantanée. C'est simple et c'est terriblement efficace. Regardons quelques exemples concrets pour que ce soit encore plus clair. Imaginons qu'on veuille enseigner à demander de l'aide. On peut donner à l'enfant un bocal transparent avec quelque chose qu'il aime dedans, mais qu'il ne peut pas ouvrir. Il va essayer, peut-être s'énerver un peu, c'est l'initiation. Là, on lui souffle « aide-moi ». Dès qu'il le dit, hop, on ouvre le bocal pour lui. Et voilà. Autre cas, demander un objet. On met son jouet préféré sur une étagère haute. Il va le montrer du doigt, tendre la main, et là on l'incite. « Je veux le jouet ». Il le répète et il obtient son jouet. Chaque fois, on transforme un petit moment de frustration en une victoire pour la communication. Et un excellent exemple de ces principes en action, c'est un outil que beaucoup connaissent, le PECS, le système de communication par échange d'images. Le PECS, c'est bien plus qu'une simple collection d'images. C'est vraiment la philosophie de l'enseignement fortuit mis en pratique. Le but, ce n'est pas juste d'apprendre à reconnaître des images, c'est d'apprendre à prendre l'initiative de communiquer pour obtenir quelque chose de concret. Tout part de la base, bien sûr. La toute première phase est ultra simple. L'enfant apprend que s'il donne l'image d'un biscuit à quelqu'un, il reçoit un vrai biscuit en échange. Un geste égale un résultat. C'est la fondation de tout. Ensuite, on complexifie un peu. On développe la distance et la persistance. L'enfant doit maintenant faire un effort, peut-être se lever, aller chercher son classeur d'images, trouver la bonne personne et lui donner l'image. On ne lui apprend plus juste à demander, on lui apprend à être actif et persévérant dans sa communication. Puis vient une étape absolument clé, la discrimination, le choix.
Maintenant, il n'y a plus une seule image, mais plusieurs. L'enfant doit sélectionner la bonne image pour obtenir ce qu'il désire vraiment. S'il veut du jus, il doit prendre l'image du jus et pas celle du gâteau. C'est un grand pas en avant. Après ça, on commence à construire de vraies phrases. L'enfant apprend à utiliser une bande phrase, à mettre l'image «je veux» à côté de l'image de l'objet désiré. On passe de la demande simple à une structure de phrase. Le langage prend forme. Et enfin, les dernières phases, c'est un peu le but ultime. On passe de la simple demande à une vraie conversation. L'enfant apprend à répondre à des questions comme «qu'est-ce que tu veux?», mais aussi, et c'est énorme, à faire des commentaires spontanés. «Je vois un chien». Il n'est plus seulement dans le besoin, il devient un véritable partenaire de communication. C'est une transformation. Ok, on a vu le comment, on a vu des exemples, mais alors, pourquoi faire tout ça? Quels sont les grands bénéfices de cette méthode? Eh bien, les avantages sont vraiment importants. D'abord, ça favorise la généralisation. Puisque l'enfant apprend dans la vraie vie, il utilise ses compétences partout, naturellement. Ensuite, c'est facile à intégrer dans les routines de tous les jours. Pas besoin de matériel compliqué. Et puis, c'est super motivant parce que ça part de ce que l'enfant veut, lui. Et le plus important sans doute, ça booste le langage spontané. L'enfant n'apprend pas à réciter, il apprend à communiquer. Et ça, c'est un point vraiment crucial à retenir. Il ne faut surtout pas opposer les méthodes. L'enseignement fortuit n'est pas contre l'enseignement plus structuré. Il faut voir ça comme une boîte à outils. Parfois, on a besoin d'un marteau, parfois d'un tournevis. Les deux sont efficaces et importants pour construire un programme de communication complet et solide. Alors, pour finir, on va simplement retourner la question. Prenez juste un instant et pensez à votre quotidien. Le repas, le moment de jouer, la balade au parc. Quels sont ces petits moments qui pourraient en fait devenir de vraies opportunités d'apprentissage? La réponse se cache souvent dans les choses les plus simples. Merci de nous avoir suivis et à très vite